Des tentes jusqu'à l'horizon, des personnes en loques et en pleurs, des bénévoles fatigués. Dans notre imaginaire collectif, alimenté par les médias, les camps de réfugiés sont des monuments à la souffrance humaine. Pourtant, rares sont ceux qui, parmi nous, en ont effectivement vu ou même l'ont vécu. Nous t'invitons donc à questionner et explorer avec nous, brièvement, la vie d'un camp pour réfugiés. Pour commencer, c'est quoi un camp de réfugiés ? C'est une question simple qui malheureusement ne connaît pas de réponse concluante. En partie à cause de la multitude et la diversité des camps. En partie aussi parce que les recherches sur les camps sont encore très jeunes. Mais nous pouvons déjà essayer de donner une première approximation. Il s'agit d'espaces délimités, temporaires, biopolitiques, séparant ces résidents de la population environnante par des restrictions formelles ou informelles. Or, ce genre d'espace est varié et existe depuis longtemps. Il est difficile de déterminer à quel moment le premier camp de réfugiés est apparu. Souvent, on évoque ceux installés durant les guerres anglo-boers au tournant du XIXe siècle. En effet, pour la première fois, des arguments humanitaires sont utilisés pour justifier la création de ces espaces. Un camp de réfugiés se distingue donc des autres types de camps par leur volonté de contenir une catégorie de la population pour des raisons humanitaires. Par la suite, cette stratégie d'endiguement a été appliquée lors de nombreuses crises. Aujourd'hui, les camps hébergent 1/10 des 26 millions de réfugiés. Retenons de ce bref détour dans le passé que les contextes de création de camps de réfugiés sont multiples. Il en résulte des formes et usages très hétérogènes, comme en témoignent les diverses déclinaisons de la forme camp, selon leur fonction et selon les lieux. Centre de rétention. Immigration Removal Centers. Centro di permanenza temporanea. Et donc, un camp de réfugiés, ça ressemble à quoi ? Je t'invite à fermer les yeux un instant et à visualiser un camp de réfugiés. Que vois-tu ? Peut-être tu auras imaginé une série de tentes collées les unes aux autres et des personnes qui marchent, d'une tente à une autre, des enfants, des femmes, des hommes, des vieillards. C'est une assez bonne représentation, même si dans la réalité, le visage des camps est très divers. Avec le temps, la plupart entament un processus d'urbanisation, se dotent de structures en dur, des écoles, des bâtiments religieux, des centres culturels et sportifs, de véritables villes. Et comme toute ville, un camp de réfugiés, c'est aussi ses propres odeurs. Fumée, cuisine, urine, transpiration, mais aussi ses propres sons. La prolifération des camps a d'ailleurs poussé au développement de critères de construction assez précis afin de faciliter leur gestion et garantir un minimum d'hygiène et de sécurité pour la population résidente. Cette professionnalisation a généré l'apparition d'une multitude d'acteurs différents gravitant dans et autour des camps. Tu pourrais y apercevoir le corps administratif des camps, des gardes en uniforme, des agents politiques ou encore des journalistes. Ce vaste réseau d'acteurs peut bénéficier à la production et à la diffusion des savoirs concernant la gestion des camps. Mais il peut également mener à générer des conflits, issus d'opinions divergentes. Des conflits qui peuvent éclater en violence à l'égard des réfugiés, comme ce fut le cas avec le massacre de Sabra et Shatila en 1982. C'est un exemple illustrant cette vulnérabilité des camps, soumis à des politiques qui, souvent, les dépassent. Et ces camps de réfugiés, ils sont situés où ? Les camps sont souvent situés près du pays que les personnes réfugiées cherchent à fuir, puisque 75% des personnes déracinées se réfugient dans un pays voisin. Mais on en voit aussi apparaître en Europe.
là où on les croyait disparus. Les camps sont souvent des endroits séparés des villes. S'il y a une logique humanitaire à la mise en place de camps, cela a aussi pour effet de mettre ses habitantes et habitants à l'écart du reste de la société, et ça, de manière physique, avec des barrières et parfois même l'interdiction d'en sortir. L'anthropologue Agier décrit cette mise à l'écart avec la notion d'extraterritorialité. Pour lui, les camps sont des hors-lieux, tantôt parce que les camps n'apparaissent pas sur les cartographies, tantôt parce qu'ils constituent des lieux à part, où d'autres règles s'appliquent. La notion de hors-lieu symbolise aussi l'idée que les réfugiés sont dans un espace entre le dedans et le dehors. Certains auteurs décrivent cela en disant qu'ils sont comme enfermés dehors. Et cela parce qu'ils ont quitté leur pays d'origine, sans pour autant être officiellement intégrés dans un autre pays. Comme tu le sais sûrement, des personnes passent parfois plusieurs années dans un camp. Agier les décrit comme suspendus dans la migration. On pourrait dire que ces personnes vivant dans les camps sont étrangers et étrangères à plusieurs niveaux. Au sens de stranger en anglais, car ces personnes vivent une situation à part. Au sens de foreigner, car elles ont quitté leur pays. Mais aussi dans le sens où elles ne sont pas encore intégrées dans un pays d'accueil, elles sont dans un entre-deux. Ce sont des lieux à la marge de quelque chose, d'un pays d'origine, d'un pays d'accueil, du reste de la société. Il faut cependant nuancer cette idée de hors-lieu, puisque dans certains cas, les habitants travaillent en dehors du camp, et ces personnes sont donc amenées à participer au développement économique de la région. Elles ne sont pas uniquement en dehors, puisque des liens forts peuvent se créer entre le camp et la société avoisinante. Un camp, c'est géré comment? D'abord, ce sont souvent des organisations humanitaires ou internationales, comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui gèrent ces camps. Pour pouvoir faire ça, tu dois t'imaginer qu'elles ont besoin de l'accord du pays d'accueil. C'est un vrai travail de négociation qui fait que le camp se trouve à l'intersection de plusieurs juridictions. Dans la littérature scientifique sur les camps, on fait souvent référence à la caractéristique d'exceptionnalité soulevée par Giorgio Agamben. Pour lui, la logique humanitaire au sein du camp pousse à ce qu'il décrit comme la vie nue, qui traduit l'idée que, dans l'urgence, on cherche uniquement à répondre aux besoins les plus strictement nécessaires, tels que se soigner, se nourrir, se protéger. Ces besoins sont ainsi priorisés, alors que les droits civiques et politiques sont niés. D'autres autrices et auteurs nuancent cette exceptionnalité au sein du camp. En effet, les camps ont tendance à perdurer et, tant les personnes habitant le camp que les humanitaires, cherchent donc à normaliser la vie en son sein. Des institutions sont alors mises en place pour répondre aussi à d'autres besoins des personnes migrantes. Le camp devient alors un lieu d'expérimentation sociale, politique et économique. Lorsque l'on parle de négociation de droits civiques, on fait aussi référence à une certaine dépolitisation qui se fait dans la gestion des camps. Pour comprendre cette recherche de dépolitisation, il faut s'intéresser à la façon dont les organisations humanitaires ont accès au terrain. En effet, le pays où est situé le camp doit donner son accord pour que le HCR puisse y intervenir. Il est donc important pour cette organisation de se montrer aussi politiquement neutre que possible. Il s'agit pour elle de décrire son aide comme étant d'ordre humanitaire uniquement, et de chercher à maintenir une certaine dépolitisation des camps. Surtout qu'il y a eu dans l'histoire des cas de camps qui ont été très politisés ou qui ont servi de base arrière de lutte, ce qui a été une critique importante envers le HCR et a mis en danger les habitants et les habitantes du camp. Et dis-moi, ça fait quoi pour les réfugiés de vivre dans un camp? Protégés par des gardes, souvent le seul espace sûr dans un territoire en plein conflit, un camp de réfugiés est tout d'abord un lieu où l'on peut déposer bagages et respirer. Après un départ parfois précipité et un trajet plein de dangers, c'est un premier lieu de paix. Pourtant, conçu comme une solution provisoire,
La vie dans les camps peut rapidement devenir un calvaire si elle perdure des semaines, des mois, parfois même des années. Le désir de quitter le camp se fait ressentir de plus en plus fort. Pour retourner d'où on est parti et tout reconstruire. Et si la situation ne le permet pas, alors on attend, impatiemment, la fin des hostilités. Ou au contraire, on espère pouvoir plier à nouveau bagage pour aller ailleurs et tenter de reconstruire un nouveau chez soi. Le camp n'est qu'une étape dans le parcours d'un réfugié. Et comment réagit la société alentour à la présence d'un camp? Imagine vivre sur une petite île de 6000 habitants à peine. La vie est calme, régulée par le rythme de la pêche et de la saison touristique. Puis, des personnes commencent par s'échouer sur les plages, chaque jour un peu plus. Quelques semaines plus tard, des ouvriers débarquent sur ton île. Commence alors la construction d'un nouveau camp pour réfugiés. Rapidement, celui-ci devient surpeuplé. Les réfugiés arrivant maintenant par dizaines, voire centaines, chaque jour. La situation devient dramatique. Régulièrement, tu peux apercevoir des cadavres s'échouer sur les plages, des bateaux patrouiller la mer alentour. Tu ne comptes plus le nombre de bénévoles, journalistes, politiques qui circulent sur l'île. Fatigués, certains habitants ne veulent plus voir les réfugiés. D'autres continuent à les accueillir, mais se demandent jusqu'à quand. Les réfugiés, eux, déjà dûment éprouvés par leur fuite, sont poussés à bout par la situation inhumaine qui règne dans le camp. Des disputes éclatent. La gestion catastrophique du camp de Lampedusa a transformé une île magnifique en un cauchemar. Un autre pays, une autre situation. La guerre en Syrie provoque des milliers de réfugiés. À quelques kilomètres de la ville de Mafraq, en Jordanie, nombreux sont accueillis dans des tentes rudimentaires. Rapidement, le camp entame une évolution remarquable. Suivant une stratégie d'autosuffisance des résidents, la direction encourage la fondation d'entreprises et la transformation des tentes en bâtiments en briques. En l'espace de quelques années, on peut assister à l'émergence d'une nouvelle ville qui s'intègre graduellement à la société avoisinante. Les liens entre Syriens et Jordaniens sont vieux, précédant la guerre. Cette liaison facilite la célébration de mariages entre nouveaux venus et locaux, ainsi que le resserrement de l'économie du camp à celle de Mafraq. Ces histoires à succès ne nient en aucun cas une situation difficile, mais elles démontrent qu'avec une politique orientée vers le futur, un camp et sa population résidente peuvent aussi contribuer positivement à la société d'accueil. Comme tu as pu le découvrir, il est très difficile de donner une définition claire et précise d'un camp de réfugiés. Dans les faits, ils sont très divers de par leur taille et fonction, ou encore de par la pluralité des acteurs assurant leur gestion. Cerner le contexte de création de chaque camp est donc très important pour mieux comprendre comment il fonctionne. Cette diversité fait qu'il n'y a pas de réel consensus, tant au niveau académique qu'au niveau politique, en ce qui concerne la définition du camp et sa gestion idéale. Les débats continuent et vont probablement s'intensifier, puisqu'il est à prévoir que les déplacements forcés de personnes vont croître, assurant une pression sur la recherche de réponses plus humanitaires à ces crises. Les camps ne sont pas près de disparaître, mais leur visage va probablement évoluer et se transformer. C'était Méloé, Michel, Noélia et Suzanne pour ce podcast qui portait sur les camps de réfugiés.